Merci beaucoup. Oui, alors c'est vrai que votre invitation à laquelle j'ai répondu très volontiers, euh, j'étais juste un tout petit peu perplexe parce que, en effet, je ne suis pas architecte, je connais pas grand-chose à l'architecture, même si c'est ce qui ne veut pas dire que mon intérêt ne soit pas arrêté par ça. Et donc ma question, ce serait plutôt comment vous parlez de la question, puisque le thème qui a été retenu et qui m'a retenu moi, bien entendu, dans votre invitation, c'est la question de l'intime, ou de l'intimité. On pourra discuter éventuellement des termes. Et donc j'ai fait le pari sans grand danger, c'est vrai, mais tout de même pour mon compte, de ne pas vous parler d'architecture. Donc vous avez pris le risque de venir écouter quelqu'un qui ne vous parlera pas de de ce qui vous occupe, mais tout de même que ça puisse vous parler un peu. C'est-à-dire que les questions qui, je vais vous parler de ce qui m'occupe, moi, de ce qui m'intéresse, et avec le souhait et l'attente un peu que ce qui m'intéresse peut vous intéresser un tout petit peu. Et j'ai eu finalement le plaisir, vous m'avez, en me conduisant, en m'amenant ici, vous m'avez fait, au fond, valoir que c'était aussi l'ambition de cette association, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser, de faire qu'on puisse parler d'architecture en convoquant ou en faisant entrer dans ce domaine, de faire venir ici des gens qui puissent parler d'autre chose et donc d'ouvrir un tout petit peu les horizons. Donc il va de soi que la chose, pour le coup, est totalement réciproque. C'est-à-dire que moi aussi, j'attends, on verra peut-être dans la conversation, mais disons en général, j'attends aussi que ceux qui m'intéressent se trouvent éclairés, enrichis, contredits, discutés par d'autres visions, par d'autres points de vue qui viennent résonner au fond avec les questions dont je voudrais m'occuper et de la façon dont je m'occupe. De la façon dont je m'occupe à partir de ma position qui est celle finalement de psychanalyste. Mais vous verrez, finalement je vais parler de psychanalyse, mais vous ne vous en apercevrez pas. C'est-à-dire c'est mon genre. Parce que vous me disiez que je parlerais peut-être de Lacan, etc. Je ne suis même pas sûr que je citerai son nom, pas du tout par crainte. Mon attachement à Lacan et à l'enseignement de Lacan est considérable, mais pour aussi faire apercevoir que le champ de la psychanalyse est aussi quelque chose qui suppose cette extension-là, et au fond aussi la rencontre que peut avoir, par exemple, ce soir avec vous, avec des gens qui ne sont pas directement impliqués par ce domaine. Il est bon de ne pas trop... en tous les cas, je n'ai pas une pente non plus à parler de psychanalyse avec les psychanalystes, parce que eux, ils savent un peu, ils en connaissent un bout, et on est un peu entre soi, ce qui n'est pas toujours le plus favorable pour rendre l'esprit fertile. Alors, je vais essayer de dire, passer un certain nombre en revue un certain nombre de questions telles qu'elles m'apparaissent comme ayant leur importance aujourd'hui autour de cette question de l'intime, autour de l'intimité. Donc je me suis aperçu que c'était une question dont je m'occupe finalement par bien des voies depuis un bon moment. Je pourrais prendre comme point de départ là l'idée que, au fond, le problème que je pourrais poser, les problèmes que je pourrais poser, sont liés au fait que nous sommes entrés dans un monde sans limite.
je ne veux pas parler de tout ce qui, sous ce nom, ce terme-là du sans limite, pourrait convoquer, par exemple, toutes sortes d'excès, même si on pourrait, d'ailleurs, on pourrait tout à fait en parler, pour utiliser un terme qui vient, lui, de la psychanalyse, tous les excès des pulsions. Je pourrais vous parler de Dominique Strauss-Kahn, au fond, les excès, le côté sans limite aujourd'hui, mais c'est évidemment pas sous ce biais-là que je veux envisager les choses. Je voudrais parler de ce qui, à l'intérieur de ça, je vais essayer, en tous les cas, de faire en sorte que ça résonne un peu pour vous, que cette question du sans limite soit entendue comme une logique qui anime un grand nombre de questions aujourd'hui. Une logique en expansion continue, une logique du no-limite qui a saisi le monde et qui me paraît gouverner éventuellement tout aujourd'hui, à savoir la société, l'espace, la matière, les corps, les individus, notre vie même. Et ça, me semble-t-il, ça a le destin de dessiner une nouvelle époque, de nous faire entrer dans une nouvelle époque, de définir ce que serait cette nouvelle époque, une époque du no limit. On a du mal à penser ça dans toute son ampleur parce que notre regard à nous est fondamentalement fragmentaire. Le regard de chacun sur ces questions est nécessairement attaché au fait que nous sommes assignés à un point de vue, dans une vision et dans une vision cadrée. Et finalement, la référence à la perspective n'est pas malvenue là. Nous voyons le monde de notre point de vue. Notre vision et perspective, et la perspective, pour en dire un mot, peut-être l'occasion d'en dire un tout petit peu plus après, c'est finalement la perspective, c'est la vision de la condition humaine qui est celle de la limitation humaine. À la différence de Dieu, qui, lui, n'a pas de limite et qui est l'omnivoyance même, qui est l'incarnation de l'omnivoyance fondamentale. Un Dieu omnivoyant qui suppose que aujourd'hui, ce Dieu, même si je ne sais pas quel est le débat en Suisse sur ces questions, mais en France, la question sur le rapport aux religions et l'athéisme sont très vifs, les débats sont très vifs aujourd'hui, mais au-delà ou en deçà de ce débat plutôt d'ordre politique, moi je suis très frappé par le fait que ces questions-là résonnent avec une dimension qui est celle de la science et de la technique aujourd'hui, en tous les cas pour les questions qui m'occupent moi, que la science et la technique rivalisent de sorte de pouvoir constituer quelque chose qui serait, de reconstituer quelque chose qui serait ce regard omnivoyant et de se retrouver dans la position de constituer un Dieu moderne dont, par des machines en particulier, qui donneraient le pouvoir à l'humanité de compenser nos manques et de nous affranchir finalement de la condition humaine en nous inventant, par exemple, des nouveaux yeux, comme, entre autres, les caméras dômes, auxquelles je pense d'ailleurs, je suppose que les architectes ont affaire de temps en temps, dans tout ce qui concerne la vidéosurveillance et la protection de tous les espaces, les caméras dômes, donc, qui permettent de voir à 360 degrés. Je ne vais pas développer ces questions-là ce soir, mais j'indique en effet, c'est un de mes objets en ce moment. Je suis devenu, on ne peut pas dire exactement un spécialiste, mais j'ai beaucoup
regardé, travaillé sur la question des drones, par exemple. Et au fond, la question, le problème qui est justement aujourd'hui posé par le drone, c'est qu'il incarne, on ne va pas parler spécifiquement des drones, mais c'est que les drones incarnent finalement ce regard, et un regard en surplomb, de plus en plus en surplomb, qui est supposé faire que nous sommes continuellement regardés, que nous sommes dans un monde où nous sommes continuellement regardés, en attachant à ça le revers de ça, qui est nous sommes regardés par des regards que nous ne voyons pas, qui, moi, me semble une question tout à fait importante. Nous sommes regardés par des regards que nous ne voyons pas. Alors, on pourrait commenter la chose de plusieurs façons, mais je dirais deux choses à cet égard. La première, c'est que voir sans être vu, c'est un attribut de Dieu. C'était même un attribut majeur. L'omnivoyance de Dieu passait par le fait que non seulement il voyait tout, mais que lui, on ne le voyait pas. Et donc, d'une certaine manière, les drones viennent incarner ça. C'est pour ça que j'évoque la possibilité de penser que la science essaye de reconstituer quelque chose comme ce regard divin aujourd'hui grâce aux moyens de la technique. Et l'autre aspect, c'est un aspect, juste une parenthèse que je peux faire en termes cliniques, si je puis dire. Je me suis posé la question, j'ai écrit il y a peu d'années, mais quelques années tout de même, un livre qui s'appelle L'œil absolu, et où je m'inquiétais du développement de la vidéosurveillance en particulier. Mais c'était lié aussi au fait que, dans cet intérêt-là, était incluse la réflexion concernant le fait que nous sommes vus, mais nous ne voyons pas tellement ceux qui nous voient. Et du coup, la parenthèse clinique que je voulais faire, c'était, je me suis dit, le développement de la vidéosurveillance, des caméras qui sont absolument partout, qu'on implante dans n'importe quel objet, y compris que j'ai dans ma poche, dans mon téléphone, comme tout le monde. Je me suis posé la question de savoir pourquoi... la première remarque, c'était, mais ça va générer, vraisemblablement, ça va susciter un courant paranoïaque considérable. Et ce qui me semble assez surprenant, c'est que c'est pas vrai. Alors je me suis pris comme exemple clinique. J'ai présenté mon propre cas à mes propres yeux, parce que je ne suis pas très différent de quiconque. Et je me suis dit, mais c'est vrai que je peux sortir. Quand j'ai appris que Londres, qui est la championne du monde, qui est la capitale, encore que les Chinois rivalisent maintenant beaucoup, mais on disait qu'il y a quelques années que Londres était le lieu où il y avait le plus de caméras de surveillance du monde entier. Et on avait fait une sorte de calcul qui disait que quand on se promenait dans la rue, si on allait faire des courses simplement, on était en moyenne filmé 327 fois chaque fois qu'on sortait. Et je me suis dit, si on est filmé comme ça, il y a de quoi devenir assez dingue sur ce truc. Mais en fait, on est tout de même, en tous les cas, j'imagine que c'est le cas aussi ici à Genève, en tous les cas comme à Paris, et dans les villes, je suis donc vu par plein de caméras, et curieusement, je ne me sens pas tellement paranoïaque. Je ne regarde pas constamment là où il y a des caméras, même si maintenant on a beaucoup... les gens, après que j'ai écrit ce livre, passaient leur temps à me dire « Regarde, là, il y a une caméra ». Donc je passais mon temps à voir des caméras que je ne voyais pas, que je ne voulais finalement pas voir. Et on a passé son temps à me montrer que j'avais toutes les raisons de devenir paranoïaque. Mais j'ai résisté très fort et je ne le suis pas vraiment devenu. Parce que tout ça était parti d'un cas que j'avais rencontré à l'hôpital, d'une femme qui pensait qu'elle était vue partout, tout le temps. Et je me suis dit, plutôt crever que d'éprouver ça. J'ai vu ce que ça voulait dire pour quelqu'un, parce qu'elle se sentait vue partout, y compris par tous les objets, y compris par la télévision. Elle ne voyait pas la télévision, c'était la télévision qui la voyait.
Et donc on la retrouvait régulièrement dans un placard à balai qui était pour elle l'endroit qui rendait le monde supportable. Il fallait qu'elle soit dans le noir, au plus profond d'un placard pour pouvoir supporter le monde. Et donc finalement toute la question serait, je ferme la parenthèse clinique, revenir à ce fait que nous sommes constamment regardés et que rien, finalement, ne nous protège de ce regard, et que, du coup, ça pose une question sur ce que c'est que l'intime aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Quel est le statut de l'intime aujourd'hui dans un monde dans lequel nous serions constamment, en effet, regardés ? Je suis en train de penser, d'ailleurs, que j'ai eu une frayeur, il y a pas plus tard qu'hier, pour une raison que je ne comprends toujours pas. J'avais commenté, peut-être dans le livre en question, j'avais commenté le fait que nous ne pouvions pas aujourd'hui disposer d'instruments qui nous donnaient accès qui nous faisaient voir, comme un écran d'ordinateur. Nous ne pouvions pas avoir un écran d'ordinateur sans qu'immédiatement on ait implanté une caméra dans l'écran lui-même. Donc nous avons en effet des écrans par quoi nous voyons, mais des écrans qui nous regardent du coup. Et j'avais simplement dit mais que l'écart était insaisissable, d'une ténuité extrême, parce que ça ne tenait qu'au fait que sur un écran d'ordinateur, il y a une diode, en général elle est verte d'ailleurs, qu'une diode soit allumée ou pas, et c'est la seule chose qui vous indique que vous êtes regardé par votre propre caméra ou non. Et la frayeur relative, mais enfin tout de même sensible que j'ai eue hier, c'est de m'apercevoir que j'avais regardé, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé mon écran d'ordinateur et je me suis aperçu que la diode verte était allumée et que la caméra me filmait. Et je n'arrive pas à la fermer. Donc j'ai été obligé d'éteindre mon ordinateur. Quand j'ai rallumé, la diode était éteinte, mais je ne sais absolument pas pourquoi elle s'est allumée comme ça. Et ce qui veut dire que non seulement la caméra de mon ordinateur me voit, mais rien ne me dit que ce qu'elle voit ne se retrouve pas sur tous les écrans du monde, par les biais évidemment des réseaux Internet. Donc, au fond, dans le lieu même de mon intimité, qui est mon bureau, le cabinet, qui est mon cabinet d'analyse d'ailleurs, dans mon bureau, il y a une petite caméra qui me voit. Et finalement, la question se pose de savoir ce que c'est que le lieu de l'intime, en dehors du fait qu'il s'agisse d'un cabinet d'analyse, mais c'est vrai pour nos chambres à coucher, le lieu supposé être a priori celui de l'intimité la plus grande dans une maison, qu'il y ait dans les lieux les plus intimes, quelque chose qui soit un regard qui soit porté sur nous et qui fait que même si on ferme les volets et les rideaux, il y a tout de même un regard porté sur nous, potentiellement possible, qui met en question notre propre intimité. Je pense que l'écho de ces questions, chacun pourra voir jusqu'où ça va dans toutes les questions des photographies, aujourd'hui la capacité qu'on a de tout photographier, de tout montrer quasiment instantanément. Donc, il faut d'une part penser par là que l'intime, à mes yeux, si je puis me permettre, si je puis dire, l'intime se définit à partir du regard. Comme un espace, pourrait définir l'intime comme l'espace où le regard de l'autre n'a pas accès. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet espace n'est pas à concevoir d'emblée en termes d'espace architectural, proprement dit, parce que la question de concevoir un espace où le regard de l'autre n'a pas accès, ça concerne aussi bien les individus que nous sommes. C'est-à-dire la possibilité que nous avons de nous juger intègres
de garder, d'avoir, ne serait-ce que dans notre corps, la capacité de conserver quelque chose qui soit notre espace intérieur dans lequel nous serions les seuls à avoir un accès. Ce qui n'est, en le disant, évidemment, le psychanalyste, évidemment, il a la petite pente de dire nous serions les seuls à avoir un accès à notre intérieur. Moyennant quoi, c'est évidemment pas vrai. C'est-à-dire, nous ne savons pas tout ce que nous avons dans la tête, nous-mêmes. Et qu'on est parfois même obligé d'aller voir quelqu'un pour lui demander de savoir qu'est-ce qu'on a dans la tête. Le quelqu'un en question s'appelant justement un psychanalyste. Mais en effet, la question même de notre intégrité physique, si je puis dire, est mise en question directement par cette idée cette manière de présenter la question de l'intimité, à savoir comment voulez-vous concevoir l'idée même de l'intime dans un monde où, par exemple, au fond, quand on est un peu religieux, l'idée où il y a dans les textes, où on vous dit il existe un Dieu qui est capable de sonder les cœurs et les reins, selon la formule qu'on trouve dans la Bible. Il faut pouvoir penser être soi-même hors de tout regard pour pouvoir concevoir l'intime. Et ça signifie aussi, cette remarque-là signifie que ce ne fut pas de toujours, que l'intime, en effet, vous l'évoquiez tout à l'heure dans la présentation, l'intime a une histoire. Et d'une certaine manière, j'ai essayé de réfléchir sur ces questions-là. Qu'est-ce qui pourrait être défini comme le moment de création, de naissance de l'intime ? Si on vit en effet dans un monde où on pense que Dieu a un regard, est omnivoyant, où il est susceptible de sonder les reins et les cœurs de chacun, alors le problème même de notre intimité intérieure est tout à fait problématique. Et qu'il m'a semblé qu'il y avait néanmoins dans l'histoire un moment où cette notion-là avait été mise en question, cette question d'une puissance du regard sur chacun avait été mise en question et en cause. Et précisément, ce qui m'est apparu, c'est que cette question-là avait été traitée et cette naissance-là était apparue dans un moment tout à fait précis, décisif de notre histoire, qui est la Renaissance. Je vais peut-être dire un mot justement, précisément à propos de ça, et même très précisément à propos de... je ne vais pas parler de ça directement, mais l'idée générale, c'est que ma thèse, que je ne vais pas développer complètement, mais la thèse, c'était l'intime est né avec la naissance de ce qu'on appelle le tableau. Le tableau comme un objet historique, qui est donc pas simplement à considérer comme un élément pris dans l'histoire de l'art, mais comme quelque chose qui a bouleversé radicalement la structure même de notre humanité. C'est-à-dire qu'il y a le tableau, ma référence, elle est très simple, elle est bien connue. Ma référence au tableau, je la prends directement chez Alberti dans le traité de peinture, quand il définit le tableau comme une fenêtre ouverte par laquelle on va pouvoir regarder. Alors, communément, on dit regarder le monde, mais vous savez sans doute que ce n'est pas le terme de monde qui vient à Alberti. Il dit ce qu'on ne peut pas observer, ce qu'on va regarder par la fenêtre, c'est ce qu'il appelle la storia, l'histoire, mais on pourrait démontrer qu'en fait, ça veut dire le monde, au bout du compte. Simplement,
c'est une définition absolument formidable. Mon intérêt, donc là, l'architecture était un peu impliquée dans cette question, puisqu'il s'agissait de penser la naissance de la fenêtre, et je m'y suis attaché à réfléchir sur ce que c'était qu'une fenêtre, et qu'est-ce que c'était qu'une fenêtre, et comment s'étaient nées les fenêtres telles qu'on les a utilisées, on continue de les utiliser aujourd'hui. Mais ce n'est pas simplement la définition simple d'Alberti disant le tableau c'est une fenêtre ouverte par laquelle on regarde. C'était aussi qu'il y a un corrélat fondamental de l'invention d'Alberti, c'est que le tableau c'était une invention qui supposait qu'on regardait quelque chose par une fenêtre, mais le corrélat, c'était qu'on pouvait regarder ce qu'il y avait par la fenêtre du tableau sans être vu soi-même. Et au fond, c'est une dimension qui n'a pas été toujours aperçue par les commentateurs, non très nombreux, tous ceux qui ont écrit sur la perspective, mais ils ont laissé un peu de côté le fait que l'idée de réduire le sujet, l'œil à un point, puisque c'est ça le coup de génie d'Alberti, de faire que ça soit un triangle et que le sujet voyant soit un pur point, ben ça voulait dire aussi que ce point n'est pas en tant que tel visible. Et que, d'une certaine manière, l'invention du tableau comme forme nouvelle, donc alentour des années 1420-1430, du côté de Florence, était un moment décisif par lequel s'est inventé non seulement cet objet particulier qui s'appelle un tableau, qui a un certain nombre de caractéristiques, et qui rompait par exemple avec les polyptyques antérieures, mais c'était aussi une invention qui mettait l'homme dans qui rendait à l'homme la possibilité, lui aussi, d'une certaine manière, de voir sans être vu. Et donc de s'attribuer, d'humaniser d'une certaine manière ce qui est cet attribut de Dieu, de l'omnivoyance divine. Ça a donné, pour juste évoquer des conséquences de ça, ça a pu donner, comme entre autres conséquences, je ne sais pas si les chaînons vous paraîtront évidents, mais par exemple la navigation hauturière qui naît à peu près à ce moment-là, qui est une invention, comme vous le savez, des Portugais. Et donc la condition pour que Christophe Colomb puisse aller découvrir l'Amérique, c'était... Qu'est-ce que c'est que la navigation hauturière ? C'est une navigation qui fait que on ne se repère plus sur les rivages qu'on aperçoit, mais ne plus voir les rivages, c'est aussi ne plus être vu du rivage, et donc de pouvoir parcourir grâce à des instruments qui naissent à ce moment-là, des instruments de calcul, de pouvoir traverser l'océan pour accomplir ce qui a été accompli par Christophe Colomb, c'est-à-dire les grandes découvertes, et en particulier la découverte donc du Nouveau Monde. Un objet, pour rendre la chose plus sensible peut-être, une peinture particulière dont je pense qu'elle est le témoignage saisissant, fondamental de ce dont je parle là, le témoignage historique de ce moment de bascule que je considère comme fondamental. Comment est-ce que d'un seul coup l'homme s'est mis en position de pouvoir échapper au regard de l'autre, qui est donc, je le disais, à mes yeux, la condition de l'intime. Cette révolution du regard, elle s'accomplit entièrement dans une œuvre qui est une peinture qui est la Camera dei Sposi de Mantegna, que Mantegna peint à Mantoue, donc entre 1465 et 1474. J'en dirai juste quelques mots. On va, pour rafraîchir la mémoire, je vais... Enfin, vous connaissez, je pense, tout le monde connaît cette fresque.
je ne parlerai pas du cycle entier qui est celui peint par Mantegna sur les quatre murs de la chambre des époux, mais de ce qu'on appelle l'oculus, donc, que Mantegna a peint pour Ludovic Gonzague. Donc il y a un programme général de peinture, et l'oculus dans ce programme général a été peint. Il est donc au plafond, comme son nom, enfin comme on le suppose, et il constitue un rappel du mariage de Ludovic avec Barbara de Hohenzollern, fille de l'électeur de Brandebourg, et qui est une femme donc de sang impérial. Mais laissons les questions d'iconologie un peu de côté. Maintenant, je voudrais faire valoir au contraire l'enjeu, je voudrais faire valoir autre chose qui serait l'enjeu de cette œuvre, que je tiens pour une œuvre en effet bouleversante, renversante, et qui est accomplie donc par un peintre qui, comme vous le savez, était très proche d'Alberti. Pour dire la chose en une phrase, cette peinture vient démontrer le pouvoir que l'homme prend sur le ciel. Le pouvoir que l'homme peut prendre disons plus précisément encore, sur le regard du ciel. Vous savez sans doute que c'est la première peinture illusionniste conservée de la Renaissance, l'oculus donc de la Camera dei Sposi. Et donc au centre de l'oculus, dans l'entrenoir de la balustrade ronde, qui est tendue donc vers le haut, le ciel est finalement étrangement vide, à savoir, je dis que c'est étrange parce que normalement, ce qu'on devrait avoir, c'est une peinture comme celle-là, c'est le contraire donc de cette coupole, qui est la coupole de la chapelle Chigi, qui est peinte par Raphaël, un tout petit peu plus tard, 1515 ou 1516. Là, le ciel est ouvert au sommet de l'oculus, mais ce qu'on y voit, c'est ce qui serait attendu, c'est-à-dire Dieu le Père, les bras levés, au centre, qui nous regarde. Or, chez Mantegna, revenons à Mantegna, le ciel semble vide. Il n'est pas tout à fait vide, puisque ce qu'il y a au milieu de l'oculus, c'est un nuage qui dissimule une partie du ciel, et qui peut cacher, finalement, tout ce qu'on voudra. Mais ce que le nuage voile, finalement, c'est exactement ce que montrait Raphaël à Santa Maria del Popolo. C'est Dieu au sommet du ciel, qui est donc... Mantegna accomplit ce geste à mes yeux scandaleux, mais c'est pas la seule peinture. Je pense que Mantegna aurait dû être brûlé, mais c'est pas le seul tableau par lequel il aurait mérité d'être mis à mort. Il a été tout de même semoncé de temps en temps. Par exemple, pour le Christ mort, dont vous vous souvenez qu'il est allongé en perspective et il nous présente ce que nous avons sous le nez d'abord, ce sont les pieds du Christ, d'un Christ mort qui a vraiment l'air mort, qui a l'air d'un corps tout à fait en début de décomposition, légèrement verdâtre, etc. Mantegna, que je tiens pour un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture, est aussi certainement un des peintres les plus subversifs qu'on ait pu avoir. Ce qu'on peut ajouter à cette histoire de nuages, je ne vais pas le commenter longuement, c'est une découverte qui a été faite assez récemment, finalement, par un historien d'art tout à fait éminent, qui s'appelle Daniel Arras, et qui a découvert, alors je ne sais pas si on le voit clairement, qui a découvert que dans le nuage, en fait, il y avait un autoportrait de Mantegna lui-même.
Donc il faut imaginer que Mantegna a peint un nuage qui vient masquer finalement ce qui est au sommet du ciel, supposément, c'est-à-dire Dieu en haut du ciel, mais à la place, il peint un nuage, donc un voile, dans lequel lui-même vient se représenter et met donc l'artiste en position d'être à la place. D'une certaine manière, la seule restriction, enfin c'est pas une restriction, mais la seule modestie finalement que Mantegna manifeste, c'est qu'il se peint de profil et pas de face. Donc il n'a pas un regard directement porté sur nous. Le regard de face, il est porté par les femmes qui rigolent autour de la balustrade, en regardant en bas, en notant qu'il n'y a autour de cette balustrade que des femmes. Et donc j'ai supposé évidemment qu'en bas il y avait des hommes et que les hommes regardent les femmes qui rient et qui pensent que les femmes rient d'eux. Mais j'ai toujours pensé ça, que les femmes rient, quand elles sont ensemble, elles rient de nous. Ça amène un peu de modestie pour les hommes, tandis que elles rient. La princesse, elle, ne regarde pas. Il l'a accepté, mais les autres jeunes femmes rient, et il y a toute une histoire. Enfin, que je ne vous l'épargne pas, mais allez y voir, vous verrez, il y a toute une histoire. Il y a une jeune femme qui regarde directement en bas, et en fait, son regard est orienté sur le duc qui est représenté en bas, et on peut supposer une histoire qui les lie l'un à l'autre. Donc, et par ailleurs, donc, il n'y a que les femmes qui regardent, parce que si vous faites le tour de tous les putti qui sont là, ce qui est très amusant, c'est qu'il n'y en a aucun qui regarde en bas. Ils sont tous occupés à leur jeu, pas du tout occupés à nous regarder. Il n'y a que ces femmes qui nous regardent. Donc, laissons... Je vous renvoie à d'autres commentaires plus savants sur la Camera dei Sposi, mais pour dire finalement, donc je veux dire, c'est la première œuvre. Donc c'est une œuvre fondamentale en ceci qu'elle représente quelque chose qui est comment on peut faire une peinture, on représente le lieu du ciel où on attend le regard de Dieu porté sur nous, et le peintre peint un nuage qui vient donc occulter, masquer ce regard, et c'est le caractère que je qualifiais de scandaleux ou de provoquant qui est celui donc de Mantegna, et qui me semble présenter exactement, inscrire véritablement dans une œuvre ce qui s'accomplit à l'époque, donc au travers du tableau et de toute la théorie de la perspective albertienne. La question, au fond, de l'intime se pose dans ces termes. Là, donc la condition qu'il y ait de l'intime, c'est de pouvoir occulter le regard. Du coup, si on prend en termes si on évoque une notion architecturale, enfin une référence à l'architecture au travers de ce qu'on appelle une maison, au sens le plus plat du terme, la maison, ça n'est pas le lieu où on peut confiner et protéger l'intime. D'une certaine manière, je serais assez tenté même de penser que l'intime a été créé par la maison. La maison, l'architecture, est une projection de notre structure mentale, et c'est pourquoi il faut regarder l'évolution. Par exemple, il est tout à fait précieux, mais vous en savez sur la question sans doute beaucoup plus que moi, il est tout à fait précieux de regarder l'évolution de la chambre à coucher, de la construction de la chambre à coucher, qui justement, à la Renaissance, est devenu un lieu central dans les constructions, un lieu fermé, ce qui n'était pas le cas auparavant, un lieu central où un autre type d'objet tout à fait intéressant, qui est le studiolo, pour référer à un studiolo, auquel je pense précisément, le studiolo de Montefeltro, au palais d'Urbino, donc où le studiolo
qui est un lieu nouveau, le cabinet dans lequel le duc de Montefeltro allait s'enfermer pour méditer, réfléchir, lire, et donc de nourrir quelque chose. Le Studiolo incarne d'une certaine manière aussi ce tout petit lieu absolument magnifique, très célèbre, est un lieu qui vient incarner la naissance de ce lieu d'intimité, enfin de ce que c'est que l'intimité, entendu y compris dans le sens où, puisque c'est l'époque, c'est à peu près la même époque que celle de Montaigne, où au fond la naissance d'un je, d'un individu qui peut penser dans son privé, si je puis dire, intérieur, qui est incarné à l'occasion par ce petit espace qu'on appelle le Studiolo. D'ailleurs, le Studiolo de Montefeltro a été construit à peu près à la même époque, dans les années 1470, en gros, qui suppose finalement que, à la Renaissance, naît cet espace de l'intime, qui est un espace limité. C'est celui-là, justement, qui me semble entamé aujourd'hui. Il est entamé par tous les bouts, y compris dans notre corps, parce que je ne l'ai pas directement évoqué, mais je range ça comme un élément tout à fait essentiel, que la question de l'intimité est mise aussi en question, pour le coup, par l'imagerie médicale. La science, aujourd'hui, prétend pouvoir voir et savoir tout de nous, en observant, par exemple, prétend pouvoir savoir ce que nous avons dans la tête et même derrière la tête. Je vous fais grâce de tout ce qui est en train de se développer chez les neurologues aujourd'hui, des travaux qui s'appellent, qu'on qualifie en gros qui ne passe pas nécessairement par un désaveu de la psychanalyse et de Freud, mais qui suppose qu'on va, c'est ce qu'on a appelé naturaliser l'inconscient. Et naturaliser l'inconscient, ça veut dire faire revenir ça suppose qu'on va regarder comment fonctionne le cerveau, en supposant que l'inconscient a un lieu, une place, et qu'en regardant le fonctionnement des neurones, on saura quoi s'en tenir sur ce que sont nos pensées. Vous savez sans doute, de toute façon, que nous sommes observés de ce point de vue-là, pas seulement en termes scientifiques d'ailleurs, mais on utilise les moyens de la technique et de la science pour observer nos comportements, y compris quant à ce qui nous échappe à nous-mêmes, qui est inconscient au sens le plus plat du terme, mais les grands magasins, par exemple, enfin les supermarchés, utilisent des travaux de ce genre pour savoir, on observe comment, moi je ne le sais pas moi-même, que nous avons des rituels. Comment est-ce qu'on va chercher un paquet de biscuits dans un grand magasin? Moi, j'en ai pas la moindre idée. J'ai l'impression d'avoir un peu mon libre arbitre et que si je veux un paquet de biscuits, je vais au rayon des biscuits. En fait, tous ces gens-là travaillent sur l'organisation du cerveau et on m'expliquera qu'en fait, j'ai un cerveau. On sait très bien ça en ayant vu mon cerveau, comment je vais aller me chercher mon paquet de biscuits, et ça permet de déterminer les couleurs des paquets de biscuits pour en acheter plus, et sans doute je suis la victime, la première victime. Je m'achète beaucoup de paquets de biscuits, sans doute, de ce point de vue-là, à cause de de ces savoirs qui sont au fond des savoirs mais ça, je ne peux pas dire inconscient, mais mes savoirs insus. Je ne sais pas moi-même comment je fonctionne, mais il y a maintenant, dans ce domaine, à la fois lié au commerce et à la science, on pratique des techniques qui permettent d'en savoir un bout sur ce qu'on appellera nos comportements, mais qui passent par la connaissance intime de notre cerveau. En fait, nous connaissons tous des symptômes majeurs de cette logique, donc, que j'ai qualifiée de la logique de l'illimité. Et certains forment notre quotidien
qui dessine notre époque, y compris notre époque politique, je pense, l'espace Schengen, comme on le nomme, la question purement et simplement des frontières politiques, ou la question de la mondialisation, de la globalisation, qui constitue notre universelle aujourd'hui, à savoir la seule mondialisation sérieuse aujourd'hui, enfin sérieuse, la seule réelle, c'est évidemment la société, c'est le marché. Au-delà de la politique et de l'économie, nos sociétés fonctionnent désormais comme des tout illimités. Tant que les sociétés... un mot sur cette idée, je l'oppose au fait qu'auparavant, les sociétés fonctionnaient comme des tout qu'on pourrait qualifier de limités. Et quand on fonctionne avec des tout limités, c'est assez simple. La société, ça veut dire que la société a un extérieur. Et donc les ennemis sont à l'extérieur, on sait qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur. Et ça permet d'avoir une vision du monde ou d'ordonner les choses de façon relativement simple. Mais qu'est-ce qui se passe quand la société devient illimitée ? Parce que qu'est-ce que ça signifie qu'elle soit illimitée ? Ça veut dire qu'il n'existe rien qui lui soit extérieur. Et cette question des limites, ne serait-ce qu'en termes politiques, semble en tous les cas assez vive aujourd'hui pour qu'il y ait des gens... Vous voyez sans doute qui est Régis Debray. Régis Debray, philosophe français, a publié un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelait « Éloge des frontières ». Donc, manifestement, sensible au fait que la question des frontières était en train de se dissoudre, en appelant donc à la restauration des frontières. Mais je préférais je viserais d'autres aspects de la chose, de certaines conséquences de cette logique, et en particulier quant aux nouvelles conceptions, par exemple, de la guerre et de la défense. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, mais cette question, c'est une question qui pose le problème de la dissolution des limites, au sens où cette dissolution met l'intime en question. Je veux dire que penser sérieusement le problème de l'intime aujourd'hui, ça implique de réfléchir sur cette question générale des limites, parce que s'il y a une menace sur notre espace privé, il se trouve que c'est tout ce qui fait limite qui, je l'ai dit, est mis aujourd'hui en tremblement. Alors, je me suis donc concentré au début sur le problème de la vidéosurveillance, mais il y a bien d'autres modes par lesquels la chose se manifeste aujourd'hui. Naguère, c'est-à-dire il n'y a pas tellement longtemps, se protéger contre une menace extérieure, ça imposait de fermer, de dresser des murs, de renforcer les frontières. Et c'est ce qui répondait d'une société de clôture et d'enfermement. C'était, pour référer à une donnée philosophique que vous connaissez sans doute, c'était la société décrite, analysée par Michel Foucault dans Surveiller et punir, quand il analyse la question des prisons. Le pouvoir disciplinaire s'appliquait sur les corps par les moyens des techniques de surveillance et des institutions punitives. Mais ce qu'il faut comprendre, s'agissant là aussi de surveillance, c'est que alors on surveillait et on punissait des individus, c'est-à-dire que cette surveillance supposait une multiplicité peu nombreuse et un espace limité. Or, dans le passage qui a été un peu analysé par un autre philosophe qui est Gilles Deleuze, ce que Deleuze a appelé la société de contrôle, le nombre d'individus, comme l'étendue de l'espace, n'interviennent plus. On est passé au grand nombre et à l'espace global. Et en sortant des milieux clos pour diffuser dans tout l'espace public, les mécanismes disciplinaires doivent s'appliquer à une multiplicité nombreuse dans un espace ouvert, c'est-à-dire qu'on n'opère plus sur des individus, mais sur ce qu'on appelle des populations, qui sont comme telles illocalisées.
Et on voit ainsi que se dissolvent en même temps la notion d'individu et celle de l'espace délimité. Dans le même temps où le contrôle se diffuse au-delà des murs, il traverse les individus qui s'effacent pour s'appliquer à un ensemble, un nouvel objet de cette nouvelle modernité, de cette hypermodernité qui est la nôtre et qu'on appelle donc la population. Quand je vois la vidéosurveillance comme la marque d'une nouvelle civilisation, c'est de ce point de vue-là. Ce ne sont plus des individus qui sont sous le regard. Ce qui est sous le regard, c'est la population. C'est la société entière. Un autre angle de cette question, c'est d'entendre que jadis, c'est très frappant, enfin, il me semble en tous les cas, jadis, on surveillait, le rôle de la police consistait à surveiller des coupables ou des présumés coupables. Or, aujourd'hui, on surveille tout le monde, c'est-à-dire aussi les innocents, ce qui engendre une nouvelle catégorie juridique, non écrite, mais manifestement très active dans l'esprit des policiers, qui s'appelle la présomption de culpabilité. Nous sommes aujourd'hui toujours sous le coup d'une présomption de culpabilité. Autant dire que ça implique une indistinction entre innocents et coupables qui sont mis ensemble sous surveillance. Au-delà, l'absence d'extérieur et l'explosion de la vidéosurveillance suppose que la société, finalement, se regarde elle-même. Défendre la société contre ses ennemis, ce qu'il faut comprendre, c'est que défendre la société contre ses ennemis, ça revient désormais à défendre la société contre ses propres membres. Ce qui amène à l'idée que défendre la société signifie de se défendre contre elle-même. Et Michel Foucault a parlé un peu de ça, finalement, dans ses dernières leçons au Collège de France. On comprend donc que dans une société illimitée, les notions de mur, de lieu intime et de cachet sont devenues tout à fait problématiques. Et en même temps, qu'on assiste au renforcement des contrôles, à l'installation de dispositifs qui visent à rendre les frontières étanches. Et dans ce monde-là ouvert, on élève à nouveau des frontières, des barrières et des clôtures partout. C'est le paradoxe de notre époque. C'est un monde de plus en plus ouvert où on crée de plus en plus on essaie de limiter, de clôturer au maximum. La construction, on pourrait dire que la construction des murs est un effet direct de l'illimitation du monde. C'est qu'on rêve de réinstaurer la bonne logique ancienne de l'extérieur, où l'ennemi était dehors, où on pouvait le rejeter au dehors. Quand il n'y a plus de dehors, l'illimitation progressive du monde suscite la volonté du renforcement continu des limites et des frontières, mais c'est un effort qu'il faut bien qualifier de désespéré. C'est pourquoi le pouvoir du regard s'étend irrésistiblement. On peut ajouter à ça, je ne sais pas si... on peut ajouter à ça une question qui m'a semblé née, une question à mes yeux tout à fait décisive, qui est née avec l'attentat du 11 septembre, qui est le fait que les États-Unis, puisque c'est particulièrement aux États-Unis que ça a été sensible, l'idée que l'ennemi n'était plus à l'extérieur, mais qu'il était à l'intérieur. Je ne sais pas si vous êtes, comme je le suis moi-même, un addict des séries télévisées, mais si vous avez vu cette série qui s'appelle Homeland, la logique entière de cette série, tout à fait formidable, est une série, la logique de ça est entièrement celle-là, à savoir ce que ça raconte, c'est comment l'ennemi de l'Amérique est devenu un élément interne à l'Amérique. Ce n'est plus à l'extérieur que l'ennemi se situe, mais à l'intérieur. Et c'est devenu une question tout à fait à la fois politique, militaire et de sécurité décisive. Mais je pense que ça n'est que la manière de poser en termes de défense d'un pays une question qui est une question beaucoup plus large, qui est celle justement du fait qu'il n'y a plus, qu'on est dans cette logique de l'illimité. Il y a des technologies qui cherchent par exemple à ce que nous ne soyons jamais perdus.
Donc il y a la vidéosurveillance, mais il y a aussi les téléphones portables, ou maintenant les nouvelles puces dites RFID, et ça a un rapport avec l'explosion actuelle de l'imagerie médicale qui permet à l'œil de franchir les limites, y compris de notre corps, sans l'ouvrir, ce que la médecine a réalisé depuis l'invention donc de la radiographie en 1885. 1895, pardon. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés, évidemment, à cette nécessité de suivre, ne pas nous perdre, y compris... moi, je possède, je ne sais pas, quand on a une voiture, maintenant, on peut difficilement ne pas avoir cet appareil qui permet de s'orienter dans l'espace, d'être commandé. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on est constamment sous le regard. C'est ça que ça suppose. Et à un moment, j'ai eu la tentation d'arrêter d'utiliser ce truc-là, parce que ça voulait dire qu'on savait constamment. Moi, je savais où m'orienter, mais ça veut dire qu'il y en avait au moins un autre qui savait où j'étais à chaque instant. Et donc, j'ai eu la tentation de jeter mon truc, mais comme j'ai aucun sens de l'orientation, j'ai gardé mon appareil dans ma voiture. Et aujourd'hui, au fond, il y a une volonté de développer le regard au point non seulement de vouloir voir tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a pu développer. J'ai évoqué les drones, mais les satellites sont évidemment largement utilisés aujourd'hui. Mais non seulement voir ce qu'on peut voir, mais voir aussi ce qu'on pourra voir dans l'avenir. Penser par exemple à la thèse que développe un film comme le film de Spielberg qui s'appelle Minority Report, qui est un film absolument formidable, qui veut se percer le secret de la pensée au fond de nos têtes avant même que la pensée ne soit venue. Parce que vous vous souvenez que l'histoire, qui est tirée d'un roman d'ailleurs, l'histoire c'est comment prévenir le crime en anticipant sur l'idée du criminel. Et donc on invente une vision qui est une prévision. Donc aujourd'hui, la prévision est devenue un des principes généraux, au fond, à mettre au rang qui s'inscrit dans la logique de l'imagerie générale que j'évoque à tous égards. Un des aspects, je crois l'avoir dit à un moment à propos dans le petit, les quelques lignes que j'avais proposées pour présenter cette intervention, un des aspects de la chose, c'est évidemment les déclarations qui vont, comme celle de Mark Zuckerberg, donc, qui déclare, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, que the age of privacy is over. Le Facebook est évidemment la manifestation de ce qui fait que la notion même de privé, de vie privée ou d'intime se trouve remise en cause aujourd'hui. On considère que la notion même dite de privé et d'intime est une notion caduque, plus hors de saison. C'est quelque chose qui avait été... Il y a un commentateur... il y a un critique canadien, je crois, qui avait... Dans cette idée, au fond, qui recoupe totalement, alors une question qui se poserait en termes strictement architecturaux, bien entendu, mais qui couvre un champ infiniment plus vaste, qui est celui de la transparence. Au fond, cette idée de l'illimitation est évidemment entièrement cohérent avec l'idée de la transparence. Ce commentateur canadien avait dit
que la grande rupture aujourd'hui, c'est un sociologue qui avait dit que la grande rupture qui s'est opérée ces dernières années, c'est que on est passé de la génération, donc parlant des gens qui utilisent Internet et des jeunes générations qui utilisent Internet, qu'on était passé de la génération des parents à la génération des transparents. Le mot est très judicieux, mais il est bien vu, il est bien trouvé, mais il est surtout très vrai et très fort, parce qu'en effet, c'est quelque chose comme ça, et qui suppose non seulement que la transparence est un fait accompli par tous les réseaux sociaux, tels qu'on les appelle, mais aussi c'est une dimension qu'il faudrait intégrer là-dedans, qui est le fait que c'est une aspiration à la transparence. Qu'il y a plein de jeunes gens qui considèrent qu'en effet, se montrer, apparaître... Donc, il y a d'une certaine manière, moi j'ai eu la réaction, au fond, ce qui m'a animé pendant un temps, c'était le sentiment qu'il y avait une menace sur l'intimité par les nouvelles technologies, mais finalement, ça met de côté le fait que des gens considèrent que ça ne constitue pas du tout une menace, mais au contraire une aspiration. C'est qu'il y a à ce mouvement de regard, à ce voyeurisme généralisé auquel on a affaire aujourd'hui, il y a un corrélat, il y a un répondant d'un exhibitionnisme de masse, où les gens veulent se montrer, et finalement il y avait la phrase célèbre de Warhol sur tout le monde veut son quart d'heure de célébrité, tout le monde aspire à un quart d'heure de célébrité. Il est clair que ça ne suffit plus à personne, un quart d'heure. Tout le monde veut une célébrité éternelle pour tout et demande à être vu. Toute la télé-réalité, par exemple, et le témoignage, évidemment, de ça. Je vais passer un certain nombre de remarques. Ce que je voulais évoquer, parce que je l'ai évoqué, parce que ça m'avait frappé, et que ça concerne en effet une question, la question des constructions, en effet, je veux évoquer une dimension de la guerre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de connaître cette théorie militaire qui a été conceptualisée sous le nom de géométrie inversée. C'est une théorie qui d'abord, elle est aujourd'hui régnante dans le monde entier. Et elle est issue d'une réflexion sur la guerre urbaine qui suppose que, au lieu de se soumettre à la topographie des villes et aux contraintes de l'architecture, et du coup d'avancer en suivant les rues et en longeant les maisons, on suggère de passer de maison en maison en traversant les murs, les toits et les planchers. On dit d'ailleurs, la formule en français dit il s'agit de démurer les maisons, de démurer les toits, de démurer les planchers et de réaliser ce qu'ils appellent une transgression des limites. Je cite les théoriciens en question, et évidemment, en premier lieu, tout ce qui délimite et protège l'espace domestique. Il y a un livre qui a été fait là-dessus, que j'ai lu moi en français, d'un certain Eyal Weizmann, et qui s'appelle « À travers les murs », justement, et qui développe qui rend compte de cette stratégie donc militaire de négation des limites, et qui me frappe d'autant plus que le regard y est directement impliqué, parce que l'armée utilise pour le coup un système d'imagerie portable qui associe l'image thermique, l'échographie et les ondes radar, de façon à pouvoir faire apparaître des images en 3D des corps qui se trouvent derrière les murs. Cette théorie militaire incarne pour moi parfaitement ce que j'appellerais la politique hypermoderne. Outre que le paradigme, donc le paradigme qui était le paradigme antérieur, le paradigme clausewitzien de la guerre, est devenu caduc, notre société, qui est occupée à effacer les frontières, invite, comme le suggérait Foucault à son époque, à renverser le célèbre aphorisme de Clausewitz en disant que
la politique est la continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'aussi qu'à mes yeux, bien que nous soyons finalement, nos sociétés en Suisse comme en France, des sociétés tout de même, il faut bien dire, assez tranquilles, il y a en vérité une guerre de l'intime. Je ne veux pas dramatiser en effet trop, mais je crois en effet que la question est posée. Et si je devais... Il y a une autre référence qui me vient d'ailleurs. Je considère qu'aujourd'hui, pour réfléchir un tout petit peu, il faut faire deux choses. Il faut lire Lacan, ce à quoi je vous invite évidemment grandement, et regarder les séries télévisées. Alors, je lis Lacan le jour et je regarde les séries télévisées la nuit. Et j'ai vu qu'il y avait une série que je ne regarde, dont je ne suis pas un grand adepte, mais qui m'a semblé assez intéressante. Je suis en train d'oublier son titre, mais dans laquelle il y a un personnage qui est à la tête d'une immense machine qui utilise toutes les caméras de surveillance partout et quand on voit des plans généraux sur une ville, tout le monde a un visage entouré dans un petit carré qui est simplement le fait que l'ordinateur a procédé à une reconnaissance faciale. Et donc tous les personnages qu'on voit sont des personnages, c'est pas des personnages qu'on voit. C'est pas des gens qui habitent dans la ville et qui vivent dans la ville et qui se déplacent dans la ville. Ce sont des personnages regardés et suivis. Tout le monde. Et tout ça dans l'idée aussi, justement, de prévenir le crime. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette série. En tous les cas, elle continue de passer en France avec un grand succès. Peut-être m'arrêter là, peut-être attendre de votre part, parce qu'il y a plein d'autres aspects qu'on aurait pu envisager, évidemment, mais peut-être attendre de votre part quelques échos, quelques questions ou quelques remarques que je serais content d'entendre. Voilà, merci. Merci.